Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode d'Air Open, le podcast tennis du journal L'Équipe. Je m'appelle Antoine Beneteau et je suis très heureux de vous retrouver. On s'était quitté un petit peu sonné après cette incroyable finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Roger Federer. Depuis, la tournée américaine a épuisé les organismes et arrive à son point culminant avec l'US Open. Où en sont les trois monstres ? Comment va Nick Kyrgios ? Et puis surtout, que penser de la sensation Medvedev ? Nous ferons aussi un point sur le néo-joueur français. Pour traiter de ces sujets, je suis accompagné aujourd'hui par Sophie Dorgan. Bonjour Sophie. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Par un nouveau venu, Franck Ramella. Pas si nouveau malgré tout. Bonjour je veux dire, à tous dans l'émission. quand même. Ouais. Et puis Quentin Moinet en direct de New York. Salut Quentin. Salut tout le monde, Franck Ramella, nouveau venu, c'est une belle introduction. On espère que vous avez passé un bel été, nous sommes très heureux de vous retrouver. Allez, un peu de silence, la joueuse et les joueurs sont prêts. Allez, on commence avec celui qui a la main chaude en ce moment. Je veux bien sûr parler du russe Daniil Medvedev. Il vient de gagner le Masters 1000 de Cincinnati aux dépens de David Goffin 7-6, 6-4. Et on rappelle qu'il enchaîne après une finale au Masters 1000 de Montréal où il a perdu contre Nadal et une finale à l'ATP 500 de Washington où il a perdu contre Nick Kyrgios. La première question est très claire. Est-ce que c'est un candidat sérieux au titre pour l'US Open ? Je commence par Franck. Ah oui, d'entrée. D'entrée, je pense que non. Ok. Pour plein de raisons. Son jeu est tellement... Alors effectivement, c'est la nouvelle petite sensation, comme il y en avait eu d'autres déjà avant. On n'arrête pas de trouver des nouveaux espoirs, etc. Je pense que son jeu est tellement exigeant que... Qu'est-ce que tu veux dire par exigeant ? Il court partout, tout le temps. Son jeu est extrêmement difficile. On le compare au Gilles Simon français, donc c'est dire l'ampleur de la tâche qui s'impose à lui-même quand il joue. Que résister encore 2 semaines dans un grand chelem, là où il ne brille pas spécialement. Ouais. Il n'a fait qu'un 8e de finale malgré Exactement. tout. Alors effectivement, il franchit des paliers à la vitesse supersonique, mais voilà. Donc je m'engage, je prends un risque. Je dis que non. Toi, Sophie, t'as fait un papier inside avec lui à la mi-saison. Oui, j'avais passé une journée avec lui. Qu'est-ce que tu penses de lui ? Qu'est-ce qu'il dégage ? Alors, c'est vraiment un ovni. Je vais vous raconter un peu le comment de cette journée avec lui. D'habitude, on passe par des agents, des attachés de presse, tout ça. Et là, en fait, il s'entraîne à Cannes, ce garçon, dans le centre d'entraînement de Jean-René Lisnard. Et j'avais appelé Jean-René Lisnard un mois avant, ou quelque chose comme ça. Il m'avait dit pas de problème. Et peut-être 2 jours avant d'y aller, je rappelle Jean-René Lisnard parce que j'étais dans le sud. Et je lui dis, est-ce que je peux passer ? Et là, il me dit, oui, pas de problème. Je préviens Daniil, vous venez, vous passez toute la journée, il déjeunera avec vous et tout. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Un truc aussi simple. Sincèrement, il était déjà top 20 mondial. Hein. Oui, bien sûr. Donc, il était dans un club à Cannes. Ouais. Il s'appelle le Cannes Garden Tennis Club. Donc, j'arrive, il y avait des papiers des mamies qui s'entraînaient et qui faisaient des doubles, d'autres des cours collectifs de dames. Et au milieu, il y a Daniil Medvedev qui s'entraîne avec des jeunes. Et il était comme un joueur de club, en fait. Bon, c'était nettement plus intense que vous et moi. Bien sûr. Enfin, surtout moi. Mais en fait, ce qui m'a marqué, c'est que tout était simple, mais c'était pas... il était hyper concentré, hyper intense. Il avait perdu un seul super tie-break contre un jeune russe avec qui il partageait l'entraînement. Il était fou furieux. Son entraîneur m'avait dit, il ne supporte pas de perdre, même un tie-break. Il est très perfectionniste. À chaque fois qu'il écoutait les consignes, il demandait des explications. En fait, il ne s'est pas entraîné 6 heures. Mais les 3 heures, ou je ne sais plus exactement combien d'heures, qu'il a effectuées, elles étaient très intenses, très concentrées. Il n'a pas de temps à perdre. Il est là, il fait son job, mais il le fait... Et après, on avait discuté longuement, j'avais assisté à son entraînement physique. Et en effet, il est très, très brillant, très intelligent. C'est ce qu'on a pu lire dans le journal L'Équipe cette semaine. Il s'entraîne intelligemment, c'est son coach, Gilles Servara, qui le dit. Toi, Quentin, quel sentiment tu as, par exemple, quand il gagne ce Masters 1000 de Cincinnati
Et il est très calme. Alors d'accord, il était épuisé, mais il serre juste le point. Il a une sorte de... Je sais pas, il est d'un calme olympien, non ? Ouais, et beaucoup plus calme qu'il y a quelques années. Je sais pas si tu te souviens, Sophie, je sais plus où c'était, où il avait, après une décision litigieuse, il avait balancé une pièce au pied de la chaise de l'arbitre. J'ai l'impression que c'est aussi un des points sur lesquels il a beaucoup travaillé. Il est complètement... mentalement. Complètement caractériel en fait, et il le raconte. Il dit en junior, chez les jeunes, j'étais le plus fou, je cassais toutes mes raquettes, et en fait quand il est arrivé à Cannes, il a accepté de faire un travail mental. Il a une préparatrice mentale qu'il voit très souvent, et là pendant cette journée d'entraînement, non seulement il y a eu du tennis et du physique, mais à un moment donné ils se sont isolés avec son coach. Pendant une demi-heure ils ont discuté. Là j'y avais pas accès, Et c'était aussi une préparation mentale. Et il dit que c'est son plus gros challenge. Vraiment. Parce que lui, il dit, je suis russe, je suis encore plus fou que Safine. Donc, il cassait toutes les raquettes, il pétait tout. D'accord. C'est pas du tout, c'est un faux calme. Mais tu disais, Franck, je veux revenir un peu sur son jeu. Un peu le Gilles Simon russe. Est-ce qu'il n'a pas quand même un petit peu plus d'armes pour faire mal dans son jeu ? Oui, c'est ça, c'est le Gilles Simon 4.0, parce qu'effectivement, il est un peu plus grand. Ça plaira à Gilles, ça. Non, mais Gilles, avec ses armes, est arrivé à un niveau exceptionnel. Mais ce que fait en fait Medvedev, c'est à peu près pas la même chose, parce qu'on ne peut jamais comparer. Bien sûr. Mais cette faculté de toujours tout renvoyer, se battre sur n'importe quel point, proposer des trajectoires parfois très molles. Ouais. Alors effectivement, il accélère plus que Gilles Simon. Beaucoup plus tôt, il s'y est pris plus tôt pour accélérer. Et il a un service tellement différent de celui du Français qui lui donne des points qui changent tout. Mais en fait, il a une couverture de terrain extraordinaire. Ouais. Et j'avais vu, alors ça, Dieu m'en préserve qu'il y en ait beaucoup, le fameux Gilles Simon-Medvedev en demi-finale du Queens. Ouais. Alors les deux jumeaux s'affrontaient, ça a duré 3 heures évidemment. Alors c'était parfois extraordinaire, des rallyes sur herbe de plus de 40 échanges. C'était à la fois étouffant pour eux, tu te disais c'est pas possible, mais remarquable par cette intensité, cette manière de se donner, quoi. Donc effectivement, il a un jeu qui peut lui amener très très loin, ça c'est sûr et certain. Après, je leur ai dit, je sens qu'il y a tellement d'énergie portée à chacun de ses points, dans chacun de ses matchs. Comme il en a gagné beaucoup cet été, il a peut-être laissé un petit peu d'énergie sur le terrain. On va voir. En revanche, avec ce style de jeu, c'est un peu le seul qui est capable, à la régulière du fond de cours, on l'a vu, de taper Djokovic quand même. 2 fois. C'est ça. 2 fois. Et en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a perdu à l'Open d'Australie contre lui, mais il fait aucun complexe. C'est-à-dire, avant de jouer contre Djokovic, il avait dit, moi, je sais comment le jouer, je sais comment le prendre. Oui, c'est ça. Et c'était pas de la forfanterie, il le pensait vraiment. Alors après... Et c'est le seul qu'il avait accroché, qu'il avait pris un set. Absolument. Ah oui, c'était un match encore... et encore un moment où Djokovic est tout près de pas s'écrouler, parce qu'on ne sait pas, mais c'est très très tendu. Comme il sait faire. Moment, ouais. Mais je crois qu'en fait, il n'est pas encore... Il mesure 1m98, Medvedev. Il est super grand, et j'avais parlé à son préparateur physique, il n'est pas encore à maturité physiquement. Parce que Dieu sait s'il court bien, il couvre bien son terrain, il a un super œil, mais c'est pas la première fois qu'il a des crampes. Alors c'est lié au stress aussi, mais je pense que c'est son plus gros défi actuellement, ça va être de tenir les matchs en 5-7 et les enchaîner. Parce que s'il a des crampes en finale de Cincy, même s'il a beaucoup enchaîné, c'est sûr, mais ça veut dire qu'à l'US Open, avec l'humidité, la chaleur, s'il fait 2 premiers tours en 5-7, ça va être compliqué, mais il lui faut du temps. Il va falloir que... Et il se prépare bien physiquement, il le sait, donc il construit pierre par pierre, il sait qu'il faut faire ça. Et il faut voir à terme. Là, pour l'US, ça risque d'être trop juste. Un peu juste. C'est encore la barrière aussi, justement, à propos de ces 5-7, il n'en a toujours pas gagné. Donc c'est forcément une limite. Toi, Quentin, qui te trouve à New York, là, est-ce que vraiment le climat, parce qu'on n'arrête pas d'en parler, est-ce qu'il est si irrespirable que ça ? Ça dépend des jours. Hier, c'était plutôt sec, donc ça allait. Mais par contre, quand je suis arrivé lundi, c'était extrêmement humide. Et je me souviens l'année dernière d'une journée où l'humidité avait été incroyable. Il faisait quasiment 40 degrés et tu visais de marcher dehors 5 minutes pour être trempé. Et je pense que je me demande si c'est pas encore plus difficile quand il y a ce genre de conditions
que l'Open d'Australie où il peut faire plus chaud, oui, mais où c'est quand même plus sec. Je sais pas toi si tu as déjà eu ce genre d'expérience sur des cours de tennis. Non, mais effectivement, je me demande si c'est pas encore plus dur avec l'humidité. L'été sur le continent nord-américain, c'est très, très, très compliqué. Et ça demande, franchement, déjà, ce qu'a fait Medvedev sur ces 3 tournois, c'est juste exceptionnel. On a commencé déjà à évoquer Djokovic, ça va nous permettre d'enchaîner sur les 3 GOAT, qui suivent déjà une préparation différente pour cette US Open 2019. Il y a Rafael Nadal, le bon élève. Il a fait son petit Masters 1000 à Montréal où il y avait, ni Djokovic ni Federer. Il l'a remporté. Contre Medvedev très facilement. Il prend 2 semaines de repos, donc il va arriver à la fois avec de la confiance et très frais à l'US Open. L'an dernier. Voilà. On a Novak Djokovic qui, lui, s'est fait un petit peu surprendre en demi-finale de Cincinnati par Medvedev. Mais bon, il n'y a pas feu au lac. Il suit doucement sa montée en puissance. Et puis, il y a Federer qui, lui... on a l'impression qu'à chaque fois maintenant l'US Open, la tournée américaine, ça devient compliqué pour lui. On l'a vu, il a perdu contre Andrei Rublev 6-3, 6-4 à Cincinnati. On va commencer par Federer. On va pas se mentir, il n'aime plus trop cette tournée américaine et cette US Open, non, Franck? Ça fait très longtemps, il n'a pas gagné depuis 2008 quand même. On parle de Federer, la star ultime. Non, mais ça fait donc 9 ans. Non, qu'est-ce que je dis n'importe quoi. 11 ans, mais c'est complètement fou. Si on réfléchit bien, c'est pas normal. Ça veut bien dire que ce tournoi, quelque part, soit ne lui réussit plus. Alors, il fait balle de match contre Djokovic. Ouais. Des matchs complètement grotesques qu'il avait perdus contre Robredo, notamment. Ouais. L'an dernier, la chaleur contre Millman, c'était. L'an dernier, la chaleur l'a scotché. Donc il y a eu plein de trucs à chaque fois, mais le fait est que, et donc que 2 finales, 2009 et 2015, ça veut sûrement dire quelque chose, même si effectivement cette phrase, ça veut bien dire quelque chose pour Federer, ça ne veut dire grand chose non plus. Bien sûr. Toi, tu penses, Sophie, que après Wimbledon, il déconnecte, il a du mal à gérer cette déception comme l'an dernier Non, je pense sincèrement que Federer qui va jouer à Cincinnati, c'est un Master 1000. Ouais. C'est important pour tous les joueurs, quasiment tous les joueurs. Mais pour lui, c'est un tournoi de préparation. Mm-hmm. Il a besoin de quelques matchs. Je ne dis pas qu'il s'en fout, mais il aurait aimé jouer un peu plus. Mais il est obligé de se préserver. Il a 38 ans. Plus ça avance, plus ça va être compliqué pour lui, cette tournée américaine. On en parlait, mais l'humidité... Moi, j'ai cette image de lui... Je ne sais pas si vous vous souvenez des photos de lui contre Millman l'année dernière. On avait l'impression qu'il avait pris 15 ans. Surtout, on l'a rarement vu comme ça, il transpirait autant. Exactement. Et là, on se dit peut-être que cette tournée américaine, là, il fait son âge. Et c'est normal, il a beau être un génie, c'est vraiment super compliqué. Sachant qu'il échappe souvent à la chaleur australienne, par des programmations très avantageuses. En jouant Night Session à chaque fois. D'ailleurs, l'an dernier, contre Millman, je crois qu'il avait perdu, c'était la journée. Oui, il me semble. Donc, concernant Roger Federer, ça joue quand est-ce qu'il va jouer? Est-ce que ça va être en Night Session ou durant la journée? Est-ce que le mieux préparé, c'est pas Rafael Nadal? Non, je dirais pas ça. Je mettrais Nadal et Djokovic à égalité. Mais je sais pas. Mais parce que vu la manière dont il a pris sa défaite contre Medvedev, Djoko, on sent que c'était pas prioritaire pour lui. Parce que il a perdu, il a fait ses matchs. Je suis sûr qu'il sera prêt pour l'US Open. J'ai pas de doute. Vajda est arrivé à New York. Non, je suis pas très inquiète non plus pour Djokovic. Je sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais on a l'impression que... Alors, il va peut-être me faire mentir la semaine prochaine et abandonner au premier tour, mais on a l'impression que cette année, les genoux de Rafa vont mieux. T'en penses quoi, Quentin? Oula, ça je pense qu'on ne pourra pas le savoir avant la fin de l'US Open. L'année dernière, il avait l'air très bien, il gagne il gagne Toronto, il fait un très bon US Open, il fait un match incroyable en quart contre Dominic Thiem en 5-7, et derrière, au bout de 4 jeux contre Delpo, les genoux lâchent. Donc, mais il y avait eu des matchs hallucinants. Il y avait déjà eu, Khachanov, Basilashvili, le pauvre, il a pris les vagues les unes après les autres.
Ça dépend tellement du tableau. Quand on voit le tableau de Djokovic l'an dernier, c'était beaucoup plus facile. Donc il y a cet inconnu. Mais effectivement, l'an dernier, il a pris cher dans des matchs incroyables. Alors ça peut pas se répéter tout le temps. S'il fait effectivement que des matchs en 5-7 d'une dureté, peut-être ça tiendra pas. Ouais. Il y a eu un autre tube de l'été, c'est Nick Kyrgios. Alors pour des raisons différentes. On va rappeler quelques faits. Il vient d'écoper d'une amende de 100 000 € pour avoir insulté l'arbitre Fergus Murphy. Il avait demandé une pause pour aller aux toilettes. Il est juste sorti pour aller casser ses raquettes dans le couloir. Il faut savoir qu'avec Fergus Murphy, c'était à Cincinnati. Ça avait chauffé une première fois à Washington contre Gilles Simon, justement. J'ai retrouvé les trucs. Donc il y avait un petit passif entre les deux hommes. Donc, je suis en passant, pourquoi avoir mis cet arbitre? Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais il a des passifs avec beaucoup d'arbitres. Oui, c'est vrai. Ça peut devenir difficile d'en trouver au bout d'un moment. Il s'arbitrera tout seul et puis on n'en parlera plus. Moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce que Nick Kyrgios, c'est le gars qui dit qu'il n'aime pas le tennis et qui ne fait ça que pour l'argent, ce qu'il a déjà dit? Ou est-ce que c'est celui qui s'est exprimé il y a quelques semaines, qui veut amener plus de gens à aimer le tennis? Parce qu'on est d'accord que les deux positions sont totalement opposées. C'est lequel, Franck? Alors, c'est la grande question. On ne sait pas. Est-ce qu'il fait exprès d'être odieux, exaspérant, extra limite, ou est-ce qu'il est totalement fou? Enfin, perturbé par une schizophrénie ou un corché vif ou impossibilité d'obéir à une certaine autorité ou je ne sais quoi. Ça, il n'y a que les médecins, il fait des cures. Non, mais je veux dire, ça relève du secret médical, il est suivi, il n'a pas un comportement, entre guillemets, normal. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Oui. Ses excès sont totalement... Parfois, ces excès restent dans une certaine mesure acceptables, marrants, et parfois, c'est de l'ordre du très sale. Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai que parfois, c'est même vulgaire. Ça n'a aucun sens, il a craché... vis-à-vis de l'arbitre. Donc normalement, c'est un monde du tennis qui ne prend jamais ses responsabilités. Il aurait dû être exclu du circuit, c'est une évidence. Ah ouais, exclusion du circuit pour cracher vers l'arbitre. Cracher vers l'arbitre. Là, tu veux dire un peu une suspension, quoi. Oui, bien sûr. Oui, non, pas exclu à vie. Non, je suis pas aussi sévère que ça. Moi, je l'aime bien. On l'aime tout. Enfin. C'est une bénédiction pour l'ATP. C'est extraordinaire d'avoir le méchant. Mais on a un petit. C'est ça que je veux souligner, c'est qu'on a un petit peu cette ambivalence, c'est qu'à la fois on se dit putain c'est génial. On a enfin dans ce tennis qui est devenu très lisse, enfin on a un gars qui sort du lot. Et quand même on a toujours un truc, on se dit bah ouais mais c'est quand même dérangeant. Est-ce que il lui manque pas quelque chose? C'est un titre du Grand Chelem pour un peu faire taire tout ça. Déjà, pour avoir ce titre du Grand Chelem, je crois qu'il va devoir changer de comportement. Parce que c'est un peu... Avec lui, en fait, c'est l'art du contre-pied en permanence. Quand on le croit... je me souviens, j'ai regardé son entraînement avec Gaël, mon fils, à Wimbledon. Alors, Gaël, il avait la cheville en vrac. Et lui, il faisait à peu près n'importe quoi. Il avait l'air d'avoir mal au dos, mal partout. Et puis, le lendemain, il joue contre Nadal. Finalement, il prend un 7 à Nadal. Donc, en fait... On ne sait pas, on ne comprend rien à ce garçon. Et je pense qu'il a envie de ça. Je me demande s'il n'y a pas aussi, dans nos analyses, un problème générationnel. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être demander à Quentin. Aux jeunes moineaux, ce qu'il en pense. Parce qu'il est plus proche de son âge que nous. Parce que ça en perd son latin, parfois, quand même. Donc après cette expression, on perd son latin qui n'a plus été utilisée depuis 72. Puis le 19e à toi, Quentin. Siècle. Oui, moi, je suis un petit peu moins jeune que lui tout de même, mais c'est vrai que moi je trouve qu'il apporte beaucoup sur le circuit. Ouais. Alors je pense qu'il faut l'accepter avec ses excès. Évidemment, on peut pas accepter quand il crache vers l'arbitre ou quand il insulte le public, mais quand il demande au premier rang du public où est-ce qu'il doit servir sur la balle de match à Washington, moi je trouve ça génial. Je suis entièrement d'accord. Est-ce que c'est pas du coaching? Ça oui, ça je sais pas, mais à tous ces entraînements, il y a énormément de monde, tous ces matchs, le stade est plein. À part le Big Three, il y a aucun joueur qui provoque ça. Même après le match d'ailleurs contre Khachanov, les gens étaient encore à le regarder s'entraîner à Cincinnati. Ouais, voilà. Alors oui, il y a une part de voyeurisme parce qu'on veut le voir déraper,
mais c'est aussi un joueur qui est spectaculaire dans sa façon de jouer. Il est aussi capable de faire des coups incroyables. Évidemment, ses services à la cuillère, ses twinners. Il fait énormément de choses sur un court. Alors, quand il n'a pas envie de jouer, c'est catastrophique. Quand il tanque les matchs, c'est pour les gens qui ont payé une place, c'est horrible. Mais en même temps, quand on va voir Nick Kyrgios, on sait qu'il peut se passer quelque chose à tout moment. Et moi, je pense que sur un circuit où on s'ennuie un peu parfois, il fait du bien. Il a fait une semaine exceptionnelle à Washington. Il jouait avec les enfants au ping-pong avant les matchs, il parlait à tout le monde. Enfin, on le sentait heureux et donc du coup, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu ressenti sur le terrain. Ça s'était passé à Acapulco aussi. Voilà, il a des résurgences de bonheur, mais là, il restait dans une certaine limite, presque correcte. Ouais, ça allait encore. Gentil méchant, enfin voilà. Quoi. Il est génial avec les enfants. Ouais. Sincèrement, alors il donne cette image, mais c'est un joueur qui est vraiment adoré et à juste titre avec les enfants parce qu'il leur donne beaucoup. Il le fait tout à fait naturellement. C'est pas le mec qui calcule je vais être pris en photo parce que je joue au ping-pong avec des gosses. Où il est vraiment adoré des gosses et lui-même les adore. Et il y a un truc qu'on oublie parfois sur Kyrgios. Vous savez, c'était un enfant en surpoids. Ouais. Et il y a assez peu de temps, je crois qu'il a reposté une photo de lui. T'as raison. Sur les réseaux où il était en surpoids. Et on a l'impression de temps en temps qu'il y a une forme de revanche, vous vous êtes moqué de moi. Il a dû subir des moqueries, des choses. Et du coup, il est dans l'excès. Mais comme Quentin, je pense sincèrement qu'il fait du bien au tennis. Pas quand il crache sur l'arbitre, hein, évidemment. Mais après, il l'a expliqué récemment en parlant justement de ce surpoids. Que quand il était jeune, ses profs et ses entraîneurs de tennis lui disaient qu'il n'aurait aucune chance. Oui, ça oui. Donc je pense qu'il y a vraiment, pour lui, il y a ce côté revanche, vous voyez, j'y arrive, est très présent chez lui et évidemment de manière excessive souvent. Après, l'un des autres gros problèmes, c'est qu'il est très gênant pour ses adversaires. Et pour l'instant, très peu de joueurs s'opposent à lui verbalement, mais sur un court, ça doit être abominable. D'ailleurs, il s'en sert, il en use pour gagner parfois. Ça, ça peut être considéré comme anti-fair-play total, parce qu'il peut faire sortir du match des joueurs. Il les met dans une sorte d'embarras. Par exemple, on sent en ce moment, par exemple, Rafael Nadal qui s'exprime après un match contre lui. On sent qu'il prend des pincettes, qu'il dit oui c'est bien, mais attention parfois il va un peu trop loin. Mais ça c'est après le match. Mais... On sent en fait même les joueurs. Il y en a qui l'adorent, comme Andy Murray par exemple, et on sent que bah oui, il faut faire avec, il nous dérange un petit peu, il fait pas comme nous, il est peut-être pas aussi sérieux, il a pas d'entraîneur ou peut-être pas autant de staff que nous, il fait un peu n'importe quoi avant les matchs alors que nous on sent que aussi sa façon de faire, elle dérange un petit peu. Oui, mais ça à l'extérieur, ils peuvent être énervés, mais sur un court, quand on commence à avoir un comportement qui cherche à te faire sortir, oui, ça fait partie lié, de ta sport, oui. Les mecs qui sont sur le terrain, ils voient le gars en face, ils disent ah putain, ça fait déjà qu'il a foutu le bordel dans le vestiaire, là sur le terrain, il me l'a fait un petit peu à l'envers, il joue pas, puis il rejoue. Mais c'est une forme de, alors c'est attention, je mets des guillemets, mais c'est une forme d'intelligence tactique, parce que finalement, en faisant un peu tout et n'importe quoi parfois sur le court, son adversaire sort du match et après, lui, il arrive à se remettre, il peut balancer un set, et le set d'après, jouer super bien. Mais c'est pas le cas de tous les joueurs. Un Nadal, par exemple, ça l'exaspère parce qu'il a besoin de rythme. Bien sûr. Donc, se retrouver face à ce type d'adversaire, c'est compliqué. En plus, il joue avec le public, il déconcentre. Et après, en conférence de presse, il est très clivant, donc il y a ceux qui l'adorent, ceux qui le détestent. Ouais. Donc, et en plus, il tacle sur les réseaux sociaux, au moins à Kerber. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Kerber. Il l'avait taclé sur un tweet publiquement, ce qui ne se fait pas du tout dans le milieu. Et du coup, on se dit, bon, si j'ai une petite parole de trop, il va me tacler. Et personne n'a envie de rentrer dans la polémique parce que c'est rentré dans son jeu. C'est comme sur le court, il ne faut pas le regarder, Kyrgios. D'ailleurs, Djokovic, à qui il avait assez mal parlé à Rome, enfin pas directement, mais dans une interview, Djokovic n'a jamais vraiment réagi à ça. Il n'a pas du tout voulu entrer là-dedans. Parce qu'il sait que de toute façon, ça n'a aucun intérêt pour lui, que ça va juste servir le jeu de Kyrgios.
Là, il vient de poster sur ses réseaux sociaux, il a fait le parallèle, un montage entre sa vitesse de service entre les points où il met 25-26 secondes et il a fait le parallèle avec des images de Nadal qui prend 46 secondes avant de commencer le point. C'est sa fixation. Voilà, exactement. La durée entre les points, il pense qu'il a un traitement injuste. C'est ça qui lui a fait péter un câble à Cincinnati. Exactement. En jouant contre Khachanov, donc ça veut bien dire que quelque part, ça ne va pas. On va faire une petite parenthèse. J'ai dit avec un petit peu d'humour que est-ce que ce n'était pas du coaching, le fait de demander aux gens où ils devaient servir sur les balles de match. Il va y avoir le coaching autorisé à l'US Open pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, juste en quelques mots? Est-ce que c'est bien pour le jeu ou est-ce que ça n'a strictement aucune valeur? Sophie? Pourquoi moi, Antoine? Je sais pas. Non, sincèrement, moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Mais je sais bien qu'il y en a qui disent que c'est un spectacle. Moi, entendre, je sais pas, le coach de Kaia Kanepi parler en estonien, je me dis, bon, pour le spectacle, alors soi-disant, il faudrait qu'ils parlent tous en anglais. C'est la condition. Ce serait la condition. Ouais. Mais en même temps, je trouvais que Sam Sumik, il disait un truc, il disait, mais en plus, on donne des informations aux adversaires. Donc, le coach, il est pris au piège. Il est payé par son joueur ou sa joueuse. Donc, il faut qu'il le conseille. Mais en même temps, l'adversaire, sur le court et le futur adversaire, il prend des infos. Donc, en fait, c'est d'une hypocrisie absolue. Si c'est ça, faire le spectacle, moi, je trouve ça un peu triste. Parce que, pour moi, le spectacle, ce sont les joueurs. Ce ne sont pas les coachs. Voilà. Et puis, ça n'est bien, enfin, c'est secret technique, effectivement, qu'il ne faut pas dévoiler. Et il y a ce côté voyeuriste. Quand on voit effectivement l'échange Caroline Garcia et son père, alors, on regarde, on voit. Bien sûr que c'est une information. Est-ce qu'on doit la savoir? C'est pas sûr. Alors, bien sûr, on voit et on dit c'est sympa. Mais enfin, c'est sympa. Et après, on a aussi accès à des grands moments de coaching ou des bons moments de coaching qu'on a pu avoir avec Philippe Dehaas et quand il entraînait Kasatkina. Voilà. Quentin, un petit mot là-dessus ou tout a été dit? Mais là, pour l'US Open, si je me trompe pas, le coaching, il sera en tribune. Exactement, oui, en tribune. Voilà. Donc c'est quand même pas exactement la même chose. Oui, c'est en tribune. Oh, le coaching en tribune, bon. C'est qui existe déjà dans les faits. Qui existe depuis les années 1890. C'est juste là, en gros, il l'autorise, quoi. Peut-être parce qu'ils ont eu tellement peur de ce qui s'est passé l'an dernier. C'est à cause de Serena Williams. C'est à cause de ça, on est d'accord. Oui. Transition toute trouvée avec le tennis féminin et Bianca Andreescu. Donc, que l'on a découvert au tournoi d'Indian Wells en mars dernier. Elle avait remporté. Puis après, elle s'était blessée à l'épaule. Elle avait abandonné au tournoi de Miami. Elle était revenue un petit peu trop tôt au tournoi de Roland-Garros. Là, tournoi de reprise. Et puis, elle s'impose chez elle à Toronto. Impressionnante, non, Sophie? Elle est incroyable. Elle est incroyable et en plus, elle fait du bien. Parce que son jeu est très différent. C'est-à-dire qu'elle est à la fois puissante et elle a beaucoup de toucher. Donc, c'est rare. Elle sait faire un slice, elle fait une amortie, elle met beaucoup de volume, de la lourdeur dans ses frappes. Et elle est jeune. Alors, le seul petit bémol, c'est la récurrence de ses blessures. Ouais. Elle se blesse très, très souvent. Elle a un gabarit, elle est costaud. C'est un gros bémol, quand même. C'est un gros bémol, mais elle a Surtout à son âge. Oui, mais elle a 19 ans, elle vient de gagner 2 Master 1000, entre guillemets, parce que chez les filles, ça ne s'appelle pas comme ça. Je sais pas vous, mais nous, on serait contents en France d'avoir eu quelqu'un de 19 ans qui gagne 2 Master 1000 dans l'année. Qui est 14e mondial. Qui est 14e mondial et qui produit ce jeu. C'est surtout ça. La question, c'est est-ce que ça peut devenir la nouvelle patronne? Le fait qu'elle se blesse souvent est un gros problème. Oui, mais en même temps, elle apprend. Son entraîneur formateur, là, André Labelle, me disait qu'elle avait eu une grosse blessure il y a 3-4 ans, je ne sais plus exactement, une fracture de fatigue. Et qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient pris une chaise de bureau, ils avaient coupé le dossier, ils s'étaient mis sur un court de tennis, une chaise avec des roulettes, donc, et elle avait travaillé sa main. Donc, elle avait travaillé beaucoup son toucher à la volée et son lancer de balle, parce que comme la chaise bougeait un peu, il fallait être très précis au niveau du lancer de balle. Donc, elle avait mis à profit cette blessure. Donc, voilà. Après, je pense que Tennis Canada
a bien compris qu'au niveau médical, il allait falloir faire attention. Elle aussi, là par exemple, elle n'a pas commis la même erreur qu'entre Indian Wells et Miami. Elle s'est retirée tout de suite de Cincinnati. Donc c'était intelligent. Tandis qu'à Indian Wells, c'était nouveau pour elle. Elle gagne Indian Wells. Elle enchaîne sur Miami, ce qui était une erreur. Après, elle a été blessée longtemps. Donc elle apprend quand même. Après, son corps nous dira. Mais en tout cas, ça fait du bien de voir quelqu'un jouer au tennis comme ça. Ah oui, elle est hyper nature. Franchement, c'est cette nouvelle école. On peut l'associer aux jeunes Canadiens. Ouais. Ils vivent ensemble, en fait. Ils sont tout le temps ensemble. Ils se connaissent depuis tout jeunes. Shapovalov, Auger-Aliassime. Ils sont ensemble sur les tournois quand ils sont mixtes. Exact. Et ils racontent tous que c'est une dynamique. Que ces gens-là ne se prennent pas spécialement plus la tête que ça. Je trouve que leur jeu respire cette fraîcheur avec des styles bien différents. Shapovalov ne joue pas comme Auger-Aliassime. Andreescu, elle a vraiment son style à elle. Mais moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est qu'en plus de bien jouer au tennis, en dehors, on a l'impression quand même d'avoir des bons êtres humains, quoi. Oui, elle est très marrante. Cool, en tout cas. Après, on les connaît pas bien. Shapovalov a eu son petit coup de blues malgré tout. Là, il sort un truc. Bon. Mais c'est vrai qu'il respire de ça une certaine simplicité, un naturel qui fait qu'on joue au tennis, ce sport si compliqué, sans se prendre trop la tête. Quentin, est-ce que c'est pas, on n'entend que ça, la WTA est en recherche de la nouvelle star, il manque d'image, est-ce que c'est pas elle ? C'est possible. Après, encore une fois, moi je pense que ces blessures à répétition peuvent être un souci si elle veut s'installer au sommet du tennis féminin pendant longtemps. Mais effectivement, là, ça fait un moment qu'on cherche. On y a cru avec Osaka. Bon, c'est évidemment pas terminé, mais on va voir. Là, ça fait un petit moment qu'elle est un petit peu moins bien. Enfin, un petit moment, quelques mois. C'est pas non plus. Elle a gagné l'Open d'Australie en janvier. Barty, qui a un jeu génial aussi, faut pas l'oublier malgré tout, même bien si ça a pas marché à Wim. Après, moi, je trouve ça assez excitant d'avoir ce circuit féminin où il n'y a pas une joueuse qui se détache complètement comme ça. À chaque tournoi, évidemment, il y a 10-15 joueuses qui peuvent gagner. Évidemment, il faut jamais oublier Serena, mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir un circuit féminin totalement différent du circuit masculin où, sauf grosse surprise, on sait que ça va être pour un des trois. Donc, c'est pas forcément plus mal de ne pas avoir quelqu'un qui surdomine pendant trop longtemps. Surtout je sais pas, parfois on a l'impression d'entendre que dans le tennis masculin, on sait que ça va être l'un des trois qui va gagner, et puis ça nous ennuie un petit peu, et puis voilà. Et là, on reproche exactement l'inverse au tennis féminin. Pour une fois, on n'a personne qui domine. On voit des nouvelles joueuses, on a vu des jeunes joueuses à Roland-Garros, c'était génial. Là, on voit Andreescu qui émerge un petit peu. C'est rafraîchissant. Osaka, elle a connu un petit creux, mais elle va revenir. Et puis c'est bien aussi. On sait que Serena, elle a toujours envie, elle est toujours là. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez bizarre ce qu'on reproche au tennis. On n'est jamais content. C'est ça. Hein. Mais effectivement, la grosse domination, notamment en Formule 1, quand c'est toujours les mêmes qui gagnent, ça avait tué on n'en peut plus. Oui. Voilà, donc, Et puis il y a des beaux matchs. Moi, je suis depuis 2-3 ans. Je suis entièrement d'accord. Je m'étais fait la réflexion avec Sophie justement que depuis 2-3 ans, en particulier en Grand Chelem, il y a plus de matchs sympas sur le circuit féminin que chez les mecs. En fait, comme je suis beaucoup plus jeune que Quentin, non, je trouve je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Mais avant, vous savez, à une époque, le siècle dernier, les premiers tours n'étaient pas intéressants. Mais à partir des quarts ou des demi, il y avait des super matchs. Peut-être que le top 10 était peut-être plus fort, mais le top 100 était beaucoup moins fort. Et là, aujourd'hui, sur le circuit féminin, il y a une immense densité. Et la 70e mondiale peut battre une top 10 sans problème. Et ça n'arrivait pas avant. Et du coup, il y a franchement des empoignades dès les premiers tours qui sont fabuleuses. Hein. Et surtout, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve on a passé une période où c'était boum boum quand même. Hein. Et là, on voit arriver des joueuses qui font plus que boum boum, qui apprennent à slicer, qui slice, qui font des amortis, des services kickés. Enfin, il se passe un truc, c'est beaucoup plus varié. Ce sont des jeux beaucoup moins monolithiques qu'avant. Et moi, je trouve ça sympa, franchement. Bravo. Ça me paraît bien de clore le sujet tennis féminin et Andreescu comme ça, sur cette note positive. Une autre note positive de cet été, nos Français. Quand même, c'est pas mal à Cincinnati ce qu'ils ont fait, et puis même à Montréal. Donc à Montréal, il y a eu la demi-finale de Gaël Monfils, qui a fini sur une petite blessure. Il y a toujours un petit... Non mais c'est vrai, c'est problématique, c'est toujours cette petite blessure qui vient
gâché le parcours de Gaël, Franck? Ce qu'on peut dire, c'est que Gasquet, mon fils Tsonga, ce sont un peu nos goats à nous. On pense qu'ils vont toujours disparaître. Non, mais ils reviennent tout le temps. Et malgré tout, c'est une forme de... Pas résilience, le mot est un peu grotesque, mais ils sont toujours là, en fait. Ils reviennent toujours. Qui aurait dit que Gasquet allait faire une demi-finale? Mais c'est incroyable. C'est exceptionnel. Gasquet, c'est quand même le plus incroyable. Hein. Mais ça montre qu'ils ont... C'est au-delà du tennis dans la peau, quoi. Ils sont quand même... C'est là où... Évidemment, tout le monde va rigoler. Ils sont quand même extraordinaires, quoi. Pourquoi tout le monde rigole? Parce qu'on connaît... On sait qu'ils sont extraordinaires. C'est des gens qui ont été dans les 10 premiers joueurs mondiaux, qui ont fait des carrières quand même... Enfin, plus que respectable. Plus que ça, génial. Toujours ce petit manque, toujours ce petit match qui va pas, effectivement, ce truc qui agace, effectivement. Mais Richard Gasquet, là, qui revient, il a été opéré de la hanche fin 2018. De l'aine, non? Ouais, voilà, exactement. Et là, il a fait demi-finale d'un Masters 1000, quoi, 6-7 mois après. Ouais, mais... En jouant un tennis assez... Évidemment pas tout le temps, mais par à coup assez exceptionnel. Évidemment son revers, mais même moi je l'avais rarement vu frapper autant ses coups droits. Je suis d'accord avec toi, Quentin. Depuis des années, ouais. Il avance dans le cours beaucoup plus qu'avant. C'est ce que tous ses coachs évidemment lui répètent depuis. Même lui, il le sait, il le sait bien. T'inquiète. Il le sait évidemment, mais là il l'a vraiment fait quasiment pendant toute la semaine. Et ça fait du bien de le revoir comme ça à ce niveau-là. Après tout ce qu'il a traversé en mai, quand on le voit à Madrid pour sa reprise, il en est très très loin évidemment. Et puis je l'ai trouvé très mobile sur les jambes aussi. Et pour quelqu'un qui s'est fait opérer, c'est quand même bon signe. Mais je crois qu'il a eu tellement peur. Je me souviens de l'avoir interviewé à Madrid pour son retour. Là. Il a eu vraiment super peur. C'est la plus grande blessure de sa carrière. Il était, quand vous voyez la cicatrice qu'il a, c'était impressionnant. Et il a eu très peur de ne plus jouer. Richard, c'est, je crois, le plus amoureux de son sport. Il adore son sport. Et là, ça lui a manqué terriblement. Et surtout, il a eu peur de ne pas pouvoir revenir. Et au-delà de son talent, tout ce qu'on veut, je crois que psychologiquement, pourquoi il joue plus près de sa ligne et tout ça, parce que quand on a peur de perdre quelque chose, et finalement, il n'a plus rien à perdre, là, Richard. Il est heureux d'être sur un court. Et c'est vrai que là, c'est vraiment grâce à son talent, à sa main, et à sa volonté aussi, qu'il arrive à revenir aussi vite. Parce que c'est vrai qu'un joueur avec un jeu un peu plus laborieux, il ne peut pas en 4 mois, 5 mois jouer à ce niveau-là. C'est pas possible. Lui, il y arrive. Mais il s'y attendait pas, d'ailleurs. Il pensait, moi, je me souviens, il m'avait dit 6-7 mois quand même pour revenir. Et finalement, c'est plus tôt que prévu. Mais je trouve ça génial. Et c'est vraiment... il adore être sur un court de tennis, Richard. Ouais, c'est beau parce qu'il faut savoir que cet été, avant la tournée américaine, il a fait toute la tournée sur terre battue. Alors, cette tournée sur terre battue après Wimbledon, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que c'est un petit peu la tournée des terriens purs, de ceux qui veulent vraiment jouer toute l'année. Et je pense pas que Richard, dans sa carrière, il ait beaucoup joué ces tournois. D'abord parce qu'il en avait pas besoin, parce qu'il était plus haut au classement. Mais en fait, quand je voyais son nom toutes les semaines dans les tournois de cet été, à Gstaad, à tout ça, je me suis dit, il est motivé pour revenir. Tous les cours c'est impressionnant. Je me souviens, il y a 2 ans, je crois, après une blessure aussi, il était parti faire un challenger en Pologne. Bien sûr. Ça montre quand même une certaine humilité. Le mec est prêt à redescendre dans la division inférieure pour retrouver son meilleur niveau. Donc c'est vraiment un amoureux total de son sport, comme il y en a très peu sur le circuit. Et il a jamais, quand je me souviens avoir discuté avec lui à cette époque où il était revenu sur les challengers, et puis quand moi j'entraînais mon frère qui revenait de blessure et tout ça, et on parlait du niveau des challengers, et il a une humilité et une lucidité sur le niveau de jeu des joueurs. Il dit, avec son accent, t'as vu, ça joue bien dans les challengers, c'est compliqué, et parce qu'il l'a vécu, parce qu'il s'est frotté à ça. Et c'est ce que je pense que c'est aussi grâce à ça que quand il arrive à revenir à un niveau de jeu et à un niveau de tournoi qu'il a envie de jouer comme le Masters 1000 à Cincinnati, du coup il se lâche un peu plus parce que la galère il l'a faite derrière lui. Donc c'est aussi là où il a reconstruit de la confiance. Et alors même si il a pas très bien joué dans ces tournois après Wimbledon sur terre battue, il a eu des défaites et ça, je pense que le moral devait pas être au beau fixe. Et je suis sûr que c'est là qu'il a construit cette confiance
que la galère procure pour se relâcher et pour non, mais il n'y a pas à dire, quand on est bon et quand on est excellent, il est revenu combien de fois? Bon, on connaît sa carrière, il est tout le temps revenu, il a eu pourtant des galères toutes plus improbables les unes que les autres. Il revient chaque fois, donc bon. Et vous avez vu cette image où il s'entraîne, il n'a pas d'entraîneur, enfin il y a Thierry Assion qui s'occupe de lui, et il va sur un tournoi et il s'entraîne avec sa maman. Je pense Maryse, je ne sais pas si elle sait jouer au tennis, et on la voit dans une tenue un peu improbable, elle lui envoie les balles. Et il y a Richard Gasquet qu'on voit faire ça, c'était totalement surréaliste. Et il y a un autre Français aussi, ça fait du bien, parce qu'il avait besoin de victoire, c'est Lucas Pouille, qui a fait quart de finale. Il a vu une belle résistance en plus contre Djokovic. Ça fait du bien de revoir Lucas quand même. Parce que les matchs en 2-7, ça faisait au moins 3 ans, il n'y arrivait pas. Enfin, il arrivait à faire des choses en 5-7, Coupe Davis, demi-finale à Melbourne. Alors bizarrement, pour plein de raisons, c'est vrai qu'il plantait dans ces tournois un peu basiques, classiques. Et là, effectivement, depuis la nuit des temps, il s'est repris. Effectivement, ça c'est plus effectivement rassurant. Tout semble se remettre à un niveau conforme. Alors après, est-ce qu'il faut jamais trop en vouloir tout de suite, pas trop se remettre la pression immédiatement, parce que ça lui a fait souvent un peu de mal, j'ai l'impression. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle. Sophie, quelque chose à ajouter sur Lucas ? J'ai trouvé qu'il jouait déjà très bien à Wimbledon. Alors, il a perdu contre Federer. Bon, le match n'était pas... Mais j'étais allé le voir lors de l'exhibition contre Nadal. Ouais. On est d'accord, c'est une exhibition. Exact. Mais il jouait déjà très bien. Il avait retrouvé sa qualité de frappe. Il était un peu plus en confiance. Après, il était un peu plus rassuré parce qu'il a eu des problèmes personnels qui l'ont inquiété fortement. Et il était un peu plus rassuré, donc un peu plus serein. Mais je crois que, en fait, comme il est costaud, il frappe fort et il a un jeu un peu, parfois, il fait des bourdes gigantesques en frappant fort. On oublie la dimension mentale chez Lucas Pouille et je crois que c'est un immense cérébral et sensible. Et quand ça va pas, il y a un petit truc qui cloche, c'est la panique totale. Donc, il a un niveau de jeu. Il n'a pas trop de niveau de jeu moyen. Et c'est ça qui fait que sur des matchs en 2-7, et ce qui était aussi intéressant à Cincinnati, au-delà des matchs en 2-7, il avait perdu le premier. Et ça, généralement, quand il perdait le premier, il perdait le deuxième derrière. Il perdait le match. Et là, il est revenu, il arrive quand même à se reprendre. Ça prouve que le joueur est un peu plus serein et un peu plus en confiance qu'il y a 3-4 mois, quoi. La transition est toute trouvée avec l'US Open. J'ai envie de vous demander vos pronostics pour cette US Open 2019. Et je vais commencer par Sophie, bien sûr. C'est dur, hein, chez les filles, je crois qu'il y a 128 joueuses. Donc, 128 vainqueurs potentiels. Donc, j'en vois 127. Ouais. Il y en a bien 10 qui peuvent gagner, je pense. Sûr. Moi, je vois bien Barty. Je sais pas pourquoi. J'aime bien son jeu, donc je suis pas très. C'est complètement subjectif. Oui. Il y a aucune raison. C'est un moment subjectif. De voilà. Et chez les hommes, je vais vraiment vous surprendre. T'es prêt, Antoine? Est-ce que t'es prêt? Il va être à 17. Voilà. Novak Djokovic à 17 Grand Chelem. Voilà. C'est tout l'enjeu. 20, 18. Non, c'est quoi le. Il reste plus que ça. On est d'accord, Franck. Puis il ne joue que pour ça maintenant. Donc, on est d'accord aussi. Même les Masters Smith. Je crois qu'il ne les joue plus vraiment, à part peut-être. Ça se voit, on a vu Indian Wells, Miami, il n'a pas été bon du tout. Là, Cincinnati, il est tombé sur un gros Medvedev, mais on sent le petit truc qu'il a en plus sur les grands chelems, il n'a plus en Masters Smith parce qu'il n'y a que cette quête des 20, de dépasser même Federer et Nadal. Il n'y a que Nadal, peut-être en Master 1000, qui essaye parfois vraiment de les gagner. Mais je pense que même quand il joue dans son jardin avec une raquette en bois, il veut gagner, non, Nadal? Donc oui, Djokovic. Ouais. Et puis pourquoi pas Barty? On l'aime bien, Barty. On l'aime bien, Barty. Elle est simple. Quelle joueuse de tennis exceptionnelle. Et toi, Quentin? Djokovic. Ok. Djokovic évidemment, et chez les filles Kasatkina. Non, je plaisante. Je vais pas mettre Barty pour changer. Ouais. Je vais dire Serena. Ça me paraît. Comment va Serena d'ailleurs? Ça paraît dur, Serena, de gagner compliqué. À US1, parce que alors une telle pression quand on voit comment se sont passées ces dernières. Évidemment, ce qui s'est passé l'année dernière, bien sûr.
Mais même avant. Même c'est sa dernière finale à Wimbledon. J'ai l'impression que pour elle, l'US, c'est tellement difficile à chaque fois. On en avait parlé la dernière fois. Donc, je vais mettre Pliskova. Ok, Pliskova. Laquelle, Christina ou Carolina? La meilleure. Et puis moi je vais mettre, ça va être très original, je vais mettre Djokovic, bien sûr. Et je vais mettre Serena. Je pense à une Serena qui chasse tous ses démons sur sa terre. La grande histoire, la grande story, on la sent. Ce sont des gens tellement exceptionnels. Non, mais c'est vrai, c'est des champions tellement hors normes. Ça me ferait tellement plaisir pour mes collègues qui partent à New York. Ce serait magnifique. Les 10 pages dans l'équipe. Bien aidé de gens du siège, merci. Eh ben, merci d'avoir écouté ce 3e numéro d'Air Open. Et puis on vous souhaite un très bon US Open et prenez soin de vous.